disparaître. Pour cette deuxième partie. Alors, nous allons recueillir les questions. Hein? Oui, c'est ça. Oui. Il n'y a plus de questions. Alors, attendez, hein. J'aimerais poser une question à l'oral. On va prendre une dernière petite question parce que je surveille en même temps le chat. Alors, Michel, est-ce que vous pouvez poser votre question à l'oral? Oui, merci beaucoup. Alors, je me présente rapidement. Je suis doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal. D'ailleurs, Monsieur Rino est mon co-directeur. Et donc, je travaille sur la question identitaire avec les mouvements indépendantistes guadeloupéens. Il y a quelqu'un qui a posé une question précédemment sur le rôle de la langue et notamment du gros cas lors des manifestations. Et moi, j'aimerais rebondir un peu sur cet aspect-là et j'aimerais en fait savoir quel a été le rôle de la culture et notamment la conception de l'identité au sein de ces revendications syndicales, donc qui peut alimenter un peu toute toutes ces manifestations et est-ce que ça a contribué aussi à renforcer justement vos revendications, les revendications qui étaient politiques, sociétales et économiques? Merci beaucoup. Oui, dès le départ, nous avons délibérément choisi de présenter et de faire toutes les interventions en créole. À l'époque, ce n'était pas évident. Je rappelle que même en 1967, ou même après 1967, les dirigeants politiques intervenaient essentiellement en français. Je me souviens, il y a cette salle qui s'appelait à l'époque la salle des fêtes des Abîmes. Il y a eu en 1971 ici un meeting important où on a vu tous les grands orateurs, notamment Rosan Girard, Ludger Nicolas, Herman Sonjon, etc., sont intervenus pendant la grève de 1971. Il y a eu un meeting aux Abîmes. Il y en a eu un à la mairie du Moule également. Au meeting des Abîmes, c'est Charles Balagne qui est intervenu en créole. Et c'est la première fois, face à des grands orateurs connus, que un militant, simple ouvrier agricole, intervenait dans sa langue et les gens ont applaudi. Et ceux qui sont passés après, ils ont exigé qu'il parle aussi en créole. Et ça s'est fait à plusieurs reprises. Ça s'est fait aux Abîmes. Ça s'est fait à Port-Louis, à l'école de Beauplan. Ça s'est fait à la mairie du Moule. Et ce jour-là, à la mairie du Moule, c'est moi qui suis intervenu. Et je me souviens que Ludger Nicolas, qui était un orateur connu, qui avait une rhétorique extraordinaire, où était présent, puisque je me souviens, 71, c'était la campagne, en même temps, il y avait la campagne des élections municipales, et Rosan Girard était venu pour soutenir son frère Florent, qui était candidat à la mairie du Moule. Et il a participé au meeting également. Et Ludger Nicolas, au cours de son intervention, il a dit que si à son époque, il avait rencontré des hommes comme ceux qu'il voit aujourd'hui là, beaucoup plus de combats au cours duquel ils ont capitulé auraient été remportés. Ça a été impressionnant. Donc, le créole, on l'a travaillé petit à petit. Ensuite, je rappelle que c'est à partir de ce moment-là que des intellectuels ont commencé à travailler sur le créole. Il y a eu des groupes de recherche, le GIREC notamment. Il y a eu des chercheurs, notamment Dany Bébel-Gisler. Il y a eu beaucoup d'intellectuels ont commencé à s'intéresser à la question du créole. Le gros cas, oui, parce que le gros cas a toujours été là, une musique de résistance. Les travailleurs,
ils jouaient du goka entre eux. Parce que ce n'était pas considéré comme une musique. C'était Bitavier-Nègre. Mais à partir du moment où ils ont investi le champ politique et le champ culturel, c'est tout naturellement que le goka. Je me souviens par exemple, on faisait une réunion à Sainte-Marguerite. Sainte-Marguerite, c'est une section du Moule. Et dans une boutique, on l'appelait Lolo à Gomez. C'est juste en face de l'endroit où comment il s'appelle le chanteur de goka Loison. Robert Loison. Et le cousin de Robert Loison, Bertrand, qui était délégué de l'UTA, Bertrand Loison, il nous dit, mais j'ai un cousin là qui joue du goka, on va le chercher. Et donc, Loison est venu à la réunion, il a écouté. Et il nous a dit, bon, ça ne suffit pas, est-ce qu'on peut de temps en temps passer le voir pour discuter, pour qu'il comprenne des choses, etc. Et il avait déjà fait sa première chanson qui s'appelait Cannes à la richesse numéro 1. On est resté plusieurs mois à venir chaque mercredi discuter avec lui. Et là, il a dit, bon, sans rien nous dire, on a vu qu'il a sorti une deuxième chanson, Cannes à la richesse numéro 2, dans laquelle il approfondissait. Et ensuite, il a continué. Et il a sorti la Guadeloupe tranglée. Donc, cette prise de conscience de la question culturelle, et en même temps, il y avait Gérard Loquel, parce que Gérard Loquel a inventé le goka moderne. Mais avant d'inventer le goka moderne, Gérard Loquel a discuté, a rencontré tous les musiciens guadeloupéens et tous les chanteurs de goka connus, Chabin, Loison, etc. Et pour discuter avec eux, pour partager, etc. Donc il y a eu ce travail culturel qui a été fait sur le goka, sur le créole, qui est une œuvre collective et qui a permis en quelque sorte que la Guadeloupe se retrouve. Et c'est à partir de ce moment-là que nous-mêmes avons décidé, lorsque nous avons rencontré Christine Aigle. Christine Aigle jouait avec le groupe Caribana. Il est offensif. Il était surtout connu comme batteur. Il s'est engagé dans le mouvement de masse comme ouvrier agricole. Et à partir de là, il a compris un certain nombre de choses. Et petit à petit, il a pris congé du groupe Caribana et il a participé à un projet que nous avons mis en œuvre qui était celui de populariser la musique goka. Et c'est de là qu'à partir des années 75, nous avons déclenché une série de manifestations pour remettre le goka à l'ordre du jour à travers les Léroses. Et c'est là que les Léroses sont partis, parce que les Léroses, ça se jouait le samedi de quinzaine sur les habitations, notamment à Jabrun et sur Bonne-Mère-Sainte-Rose. Mais au-delà, ce n'était pas une manifestation très connue, très populaire. Donc on a décidé de partir. Et c'est là, petit à petit, on surgit, notamment autour d'une organisation comme Bijengwa, qui regroupait des jeunes engagés. Le goka s'est développé petit à petit, est devenu une musique populaire et a repris sa place au niveau de la culture guadeloupéenne. Voilà comment créole et goka ont été intégrés dans le... Avant de passer à la troisième partie, je voulais juste préciser que la question de Michel est très importante. Et ce qui serait intéressant à la fin, c'est que tu reviennes peut-être sur cette question et nous dire ce que tu penses du rôle de l'identité de la culture aujourd'hui dans la lutte. Est-ce que ce que tu dis de cette période, est-ce qu'elle a encore du sens aujourd'hui? Non, on verra ça plus tard.
Donc, sur la troisième partie, je vais rebondir précisément à partir de la question qui a été posée par Jean-Pierre sur, disons, la redistribution des cartes au niveau économique et le démantèlement de l'industrie sucrière. Après les grands mouvements des années 70, petit à petit, l'intégration européenne a provoqué petit à petit un désengagement des industriels du sucre dans l'économie. Dans un premier temps, ils ont cherché à remplacer la canne par la banane avec l'introduction de la compagnie fruitière, bref. Ensuite, ils ont mis en place une stratégie qui visait à drainer le maximum de subventions de l'État sans pour autant réaliser des investissements industriels. Donc, la tactique, c'était quoi? On ferme une usine, on récupère une partie de ses pièces pour soi-disant moderniser une autre. Donc, ils ont fait une modernisation par cannibalisation, mais sans investissement neuf. Résultat, les capacités et les techniques d'extraction du sucre n'ont pas beaucoup évolué. Ils sont restés pratiquement archaïques, ce qui fait que l'industrie sucrière est devenue quelque chose de peu rentable. Entre-temps, le développement d'une société de consommation, l'intégration dans le marché commun et l'élargissement de l'Europe, bref, toute cette politique a fait en sorte qu'il fallait davantage développer la consommation, la circulation des biens, la circulation des marchandises au détriment de la production, d'où le programme de fermeture des usines. Face à cette situation, nous avons très rapidement compris qu'il n'y aurait plus de lutte importante de grève comme 1975 dans les usines. Il fallait changer de stratégie et voir comment préserver le foncier agricole guadeloupéen. C'est à partir de ce moment que les paysans ont décidé d'apporter leur réponse à la question sucrière en décidant d'engager des mouvements d'occupation des terres. Occupation à grande échelle. 3 types d'occupation. Occupation pour permettre aux ouvriers agricoles d'avoir un lopin pour faire leur jardin vivrier, autour de 2500 mètres carrés. Occupation pour permettre aux ouvriers agricoles, aux paysans, d'avoir un endroit où construire. Des petits lots de 500, 800 mètres carrés. Mais occupation également pour permettre à des agriculteurs de s'installer 5, 6 hectares. Donc, à une grande échelle, nous avons occupé plus de 7000 hectares de terre sur l'ensemble de la Guadeloupe, canière. Et face à cette situation, les usiniers qui avaient commencé déjà la spéculation avec les programmes d'urbanisation, des abîmes, de prêt-à-pitre, etc., on a vu des habitations entières disparaître, Pointe d'Or, Palais Royal, Belle Plaine, etc., Garosa. Donc, tout ça, c'était des terres agricoles qui partaient vers l'immobilier et vers la spéculation. Et sur Saint-François, évidemment, les constructions Saint-François-Moule, les constructions hôtelières. Donc, à partir de là, la donne économique allait changer. Et donc, il fallait justement que l'on change la situation. Or, quand on analyse l'état des structures foncières de la Guadeloupe, jusqu'à la fin des années 70, rien n'avait changé depuis l'abolition de l'esclavage. Rien, mais strictement rien. C'est-à-dire que 0,5% des propriétaires fonciers, constitués par quelques sociétés usinières et des béquets martiniquais, contrôlaient 55% des terres agricoles. Et 25 000 paysans avaient à peine 30% des terres sur des lots
de 0,5 au maximum à 2 hectares. Autrement dit, nous n'avions pas de paysannerie. La paysannerie qui existait était une sorte de variable d'ajustement d'un système basé sur l'économie de plantation. C'est ce modèle-là qu'il fallait déconstruire pour justement permettre l'émergence d'une paysannerie. Et nous avons saisi l'opportunité de ce mouvement d'occupation des terres pour remettre en cause l'existence de la grande propriété. Et face à ce mouvement, l'État a voulu apporter une réponse concertée avec les usiniers qui consistait à mettre en place une réforme foncière à l'image de ce qui avait été fait dans les années 60, notamment la réforme foncière issue de la loi d'orientation agricole de 1960, dite la loi Pisani. Et cette loi permettait aux paysans de devenir propriétaires, mais fortement endettés, comme ça s'est fait à Marie-Galante. Après, on revend les exploitations agricoles par petits lopins aux plus offrants. Et petit à petit, la capacité économique du sol se réduit en peau de chagrin. Donc, il fallait faire face à ça. Et nous avons dit, il n'y aura pas de réforme foncière en Guadeloupe s'il n'y a pas de sanctuarisation du foncier agricole. D'où le fait que nous avons refusé de mettre en place des structures qui pour vendre les terres, mais de mettre en place des structures pour développer le fermage comme mode d'utilisation du foncier à but économique. Et c'est ainsi que la réforme foncière, ça a été réalisé sur 11 000 hectares. Ces 11 000 hectares ont été distribués aux paysans sous forme dans des GFA, des groupements fonciers agricoles, qui portent le foncier avec l'argent public. Et le paysan, il prend une petite part, une part sociale. Il est propriétaire d'actions, de parts sociales, mais il n'est pas propriétaire de foncier. Il a l'utilisation du foncier pour développer sa production. Et nous avons également fait en sorte que les paysans puissent choisir l'orientation en termes de système de production et non d'être esclaves d'une production cannière qui elle-même n'était pas rentable. Donc c'est à partir de ce moment-là que la paysannerie guadeloupéenne est devenue une paysannerie de plein exercice, c'est-à-dire une paysannerie qui est engagée dans une agriculture de production destinée principalement à satisfaire aux exigences du marché intérieur et à nourrir sa population. Donc, de faire en sorte que les paysans deviennent les acteurs économiques majeurs de la société guadeloupéenne. Donc, c'est ce mouvement-là qui a permis, en quelque sorte, de faire face à la fois au démantèlement, non pas que nous soyons absolument contre l'existence d'usines sucrières, mais nous voyons très bien que les unités sucrières, même aujourd'hui, face au problème de Marie-Galante, on voit très bien en quoi les planteurs, les agriculteurs sont dépendants d'un système qui ne leur est pas profitable parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc c'est cette nouvelle orientation qui a permis en quelque sorte que désormais l'agriculture guadeloupéenne et le foncier guadeloupéen est devenu une affaire guadeloupéenne. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les plus grands domaines fonciers autour du secteur de la canne sont aux mains des Guadeloupéens, soit à travers les GFA, soit à travers les collectivités que nous avons poussées à faire l'acquisition de ce foncier de manière à le préserver et à nous donner une capacité à terme de pouvoir assurer la souveraineté alimentaire. La finalité de l'agriculture, c'est de permettre de nourrir la population, le peuple qui vit sur le territoire. Et c'est en cela que la préservation du foncier agricole
dans ce combat a été quelque chose qui a, en quelque sorte, cimenté les Guadeloupéens et fait en sorte que nous sommes aujourd'hui en mesure de faire face aux défis de l'avenir, par rapport à cette question agricole. Merci beaucoup, M. Alors, Mounier. Oui. alors pour abréger, je vais lier les deux derniers mouvements pour qu'on ait plus de temps pour le débat. Tout ceci se passe autour du secteur cannier. Mais que se passe-t-il autour de la banane? Parce que la Guadeloupe, c'est un archipel et Marie-Galante, c'est la canne. La Grande Terre, une partie de la Basse-Terre, c'est la canne. Mais le reste de la Basse-Terre, c'est la banane. On a bien vu avec la containerisation, la banane s'est déplacée plus vers le nord, c'est-à-dire entre Capesterre et Petit-Bourg. Donc, il y a eu une reconversion du secteur de la canne en banane. Et de nouveaux gros propriétaires sont apparus. De grandes exploitations de plus de 300 hectares ont été constituées, mais avec les méthodes semi-esclavagistes de l'époque. Donc, nous arrivons en 1982, où la containerisation de la banane est déjà un fait acquis, où la banane est déjà déplacée progressivement vers le nord de la Basse-Terre et vers la région plane, notamment sur Capesterre. Et les ouvriers agricoles de la banane sont confrontés à une dure réalité qui est celle des conditions de travail inhumaines avec l'emploi massif de pesticides qui empoisonnent le sol et qui mettent en danger leur santé.